Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le podcast qu'on entend sur plusieurs plateformes. Peu importe où vous êtes, peu importe l'heure, l'endroit, on vous souhaite la bienvenue. Bien connu dans le monde des affaires, mon invité aujourd'hui a une feuille de route assez impressionnante. Il possède une grande expérience dans le secteur de l'industrie et des transports. Il a été PDG du Port de Québec pendant près de 25 ans. On lui doit l'implantation d'une gare fluviale, l'affluence de nombreux croisiéristes de long cours. Mais il a un pan de sa carrière, je pense, que beaucoup de gens ne connaissent pas. On va s'affairer à ça aujourd'hui. Je reçois donc avec bonheur celui qu'on a fait officier de l'Ordre national du Québec en 2014 et membre de l'Ordre du Canada en 2015. Bonjour, Ross Gaudreault, comment ça va? Bonjour, Gilles. Bienvenue. Je suis très heureux d'être ici, Gilles. D'abord, je te cacherai pas que je suis un peu nerveux parce que ça fait longtemps que t'as pas fait ça? Ça fait longtemps que j'ai donné une entrevue, mais j'ai accepté de le faire avec toi parce que tu as été un gars qui m'a toujours plu. Et on a fait souvent des entrevues à l'époque ensemble. Du Port, entre autres? Ah, ben oui. Et oui, alors pour moi, j'avais beaucoup de respect pour toi, Gilles. Et pour moi, d'être ici avec toi ce matin, je suis très heureux. C'est partagé, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en connaissent pas tant sur toi. Il y a des choses qu'on sait, mais il nous manque, tu sais, c'est une longue carrière. Je dirais à la blague, tu as commencé jeune parce que tu en as fait pas mal. 50 ans. Ça fait 50 ans de travail. 2 carrières de 25 ans, plus celle de Saguenay après. Et je veux qu'on prenne, ouais, effectivement, je veux qu'on prenne le temps de mieux te connaître. On va partir du début parce que on peut se perdre, c'est pas grave se perdre en balado. Mais je veux qu'on parte vraiment du début. Oui, c'est correct. T'es né à Québec, on commence de même. T'es un gars de Québec? Oui, je suis né à Québec, dans Saint-Pascal, d'ailleurs, à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Ben, plus tard, je vais t'en parler. Et, pourquoi pas tout de suite? Et je suis devenu président de la Fondation de l'Enfant Jésus pendant 32 ans. Okay. Alors, je suis venu au monde à Québec et après, on a déménagé. On était dans Saint-Pascal. OK. Et on a déménagé ici, dans Côte-Belvedere. Au Penmas à Québec, on demeurait en haut. Elle s'appelait Pente Douce ou Belvedere dans le temps? La Pente Douce. La Pente Douce, OK. On sait très bien puis, sûr. J'ai fait ma première année à Saint-Martyr canadien. Et après ça, en 49, ils ont vendu le restaurant. D'ailleurs, c'était le seul restaurant ouvert 24 heures par jour avec le Riviera. Mes parents m'ont parlé de ça, là. C'était connu, c'était réputé. C'était 24 heures par jour avec le Riviera dans le port. OK. Et en 49, ils ont vendu le restaurant qui appartenait à une famille mascotte du Cap-la-Madeleine. OK. Penmas, ça voulait dire qu'eux autres aussi, il y avait une compagnie d'huile. Ils achetaient leur huile en Pennsylvanie. Et c'était des mascottes. Donc, ça s'appelait Penmas. Hey, c'est la première fois que je sais la signification. Merci. Alors, les mascottes, ils ont vendu le restaurant à Québec. Puis ils ont dit, mon père, tu vas venir gérer notre restaurant au Cap-de-la-Madeleine parce que ça marche pas à notre goût. Bon. Alors, on est parti de Québec puis on s'est en allé au Cap-de-la-Madeleine. T'as quel âge? 1949. T'as une dizaine d'années à ce moment-là? Ben, je venais de finir ma première année à Saint-Martyr canadien. Alors, j'étais arrivé au Cap, j'étais en 2e année. Bon, correct? OK. Là, vous installez là-bas. On s'installe là-bas, et puis au grand désarroi de ma mère, parce que ma mère, c'était une Québécoise, et s'en allait au Cap-de-la-Madeleine en 1949. C'était pas son rêve, là. Il y a rien qu'une affaire au Cap, il y a du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est tout. Alors, ça a été une adaptation difficile, mais ça a bien été. Combien de temps vous avez été là, à peu près? On a toujours été là. Mon père est décédé là, ma mère est décédée là après, en haut de 90 ans. Alors, on a fait notre jeunesse au Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières. Combien d'enfants vous étiez à la maison? On était une grosse famille, 10 enfants, 5 gars, 5 filles. Alors, voyons, est-ce qu'il y en a plusieurs encore en vie? Il y en a plusieurs encore en vie. Il y en a seulement 3 de décédés. Alors, on est 7 en vie encore aujourd'hui. OK. Puis, dans le fond, tes parents n'ont pas rebougé de là, mais toi, tu as bougé. Non, moi, j'ai... C'est de ça qu'on va regarder. J'ai bougé. Mais quand tu parles de valeurs de parents, les parents, quelle importance qu'ils ont eu dans ta vie dès le départ? Là? Mon père, il a travaillé 7 jours par semaine au restaurant Penmas au Cap-de-la-Madeleine. Il ouvrait le restaurant à 7 heures le matin, puis il revenait chez nous vers 2 heures dans l'après-midi jusqu'à 4h30, 5h, puis il retournait pour le souper, mais il travaillait 7 jours par semaine, mon père. OK, la vaillante
résilience, ça peut venir de lui, là, le fait de travailler. C'est sûr que mon père était un grand travaillant. OK, oui. Puis le travail bien fait, il a poussé pour bien ça aussi? Bien fait, puis c'était un bon professeur. Est-ce que tu as été appelé à travailler au Penmas? Oui, on a tous travaillé, la famille au complet au Penmas, au Cap-la-Madeleine. On travaillait... Étiez-vous bien payé? Oui. Ah oui. Pour l'époque, dans le temps. Ben oui, je comprends. On faisait 5$ par jour, c'était pas super. Et puis ça payait une petite dépense pour la semaine. Mais oublie pas que dans ce temps-là, il n'y avait pas de vin pour aller à Montréal. Hein? L'autoroute 20 n'existait pas. C'était la 2? C'était-tu l'ancienne 2? Oui, l'ancienne 2, Montréal-Québec. Ça, c'est le chemin, pour qu'on se comprenne, là, c'est le... Saint-Anne-de-la-Parade, puis ainsi de suite. Okay? C'est le Bois-Ramel à Québec, là, dans le fond, je comprends. On rentrait sur le Bois-Ramel à Québec. Okay. Alors, dans ce temps-là, tous les autobus qui partaient de Montréal, qui s'en venaient à Québec, passaient au Cap-de-la-Madeleine, puis arrêtaient au Penmas. Alors, ça n'avait pas de bon sens l'été. Quand il arrivait 5 autobus, il n'y a plus de place dans le restaurant. Là, notre père a construit une lunchonnette. On avait un grand stationnement. Okay. Il y avait une trentaine de guichets. Et puis, on faisait des hot dogs, des hamburgers. Ça marchait à la planche, là. On vendait jusqu'à 500 douzaines de hot dogs dans la journée. C'était incroyable. Ben, voyons donc. Ah oui. Tous les autobus de Montréal-Québec. Ils arrêtaient toutes. Provincial Transport. Mon père était agent de Provincial Transport. Alors, tous les autobus arrêtaient. Alors, on a tous travaillé là, la famille au complet. Puis après ça, quand j'étais plus vieux, j'ai travaillé à la caisse, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, c'était le temps de partir pour aller à l'université. OK, c'est ça que je me demandais. Le cours des études, c'est quoi dans ton cas? J'ai fini au Cap-de-la-Madeleine en secondaire 12, là, dans ce temps-là. Puis après ça, je suis allé à l'université de Sherbrooke. Puis j'ai gradué en commerce. Mais, comme je te disais... quand est arrivée la fin du secondaire, oui. On avait un oncle qui demeurait à Québec. On l'appelait mon oncle Aimé. Il avait le même prénom que mon père, mais c'était des cousins propres. OK. Et puis, il venait souvent chez nous. Et puis, il me parlait souvent. Puis, il savait qu'on était une grosse famille. Mm-hmm. Puis, mon père n'était pas millionnaire. Et je voulais aller à l'université. Alors, il avait dit, Ross... avant d'aller à l'université, là, je vais t'envoyer à Saint-Jean-de-Vaubonne-Zouec pour apprendre l'anglais. Parce que mon oncle Aimé a été le seul partenaire de Casey Irving. Et Casey Irving était son grand ami. Okay. Alors, ils avaient des compagnies ensemble. D'Auteuil Lumber, qui était le bureau à Québec sur la rue Saint-Pierre. Okay. Chinook Hardware. Chinook, oui. Hein, je connais le nom. Et mon oncle et M. Irving... Il y avait une compagnie qui s'appelait Saint-Siméon Timber. Mon oncle était dans la forêt. Et Saint-Siméon Timber, pour vous donner un exemple, Gilles, petite rivière Saint-François, là, oui. C'est Saint-Siméon Timber. Alors, toute la montagne où est la petite rivière Saint-François, ils ont exproprié mon oncle puis Casey Irving pour faire le centre de ski de la petite rivière Saint-François. Alors, mon oncle avait de l'argent et il n'y avait pas d'enfants. Et il t'a pris sur son aile, c'est-tu un peu ça? Oui, c'est ça. Il a dit, moi, je vais m'occuper des études de Ross. Et puis, d'abord, avant de commencer, il faut qu'il aille apprendre l'anglais. Étais-tu d'accord avec ça à l'époque? T'as pas trop râlé là-dessus? Non, moi, j'étais bien content qu'il fallait que je fasse un rapport à la fin de chaque mois. Oui, puis mon compte de dépenses, OK? Alors, les repas, puis la chambre, puis ainsi de suite. Mais il m'a envoyé à Saint-Jean-de-Vaubonne-Zouec en 1960, la première année, 1960. Et c'était l'ouverture de la nouvelle raffinerie, la première raffinerie de la famille Irving. Fait que tu travaillais chez Irving, dans le fond. Oui. Tu apprenais l'anglais tout en travaillant. Il m'a envoyé chez Irving, à Saint-Jean-de-Vaubonne-Zouec, et la première été, je ne disais pas un mot anglais, OK? Alors, M. Irving m'a mis dans une station de service qui était en dessous du bureau-chef, qui s'appelait le Golden Ball. Alors... pour te checker? Oui, et puis là, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et puis, à la fin de l'été, ils ont bien ri parce que je parlais pas pire, mais j'avais appris à peu près tout ce qu'il y a de mauvais comme expression, qui était pas tout le temps beau. Alors, il m'avait dit, l'an prochain, Ross, tu vas travailler dans le bureau. Alors, l'année suivante, je suis retourné pour la deuxième saison et j'étais rendu dans le bureau. Puis, j'ai fait ça jusqu'à la fin de mon cours à l'Université de Sherbrooke en commerce. Et puis, quand j'ai gradué à l'Université de Sherbrooke, M. Irving m'a dit « Ross, on veut que tu restes avec nous autres. On va te garder une couple d'années à Saint-Jean-de-Vaubonne-Zouec, mais après ça, on va te retourner à Québec
pour travailler pour nous autres. Mais là, tu peux mettre tes livres de côté, puis là, on va te montrer comment travailler comme il faut. Côté pratique, là, dans le fond. Oui. Mais dans le fond, ça veut dire que Ross, toi, jeune, c'était pas un rêve d'être entrepreneur, nécessairement. Non. C'est venu avec les opportunités. C'était quand j'étais privilégié d'être très près de M. Casey Irving puis les trois gars, Arthur, Jack puis Jim. Alors, parce que c'était le seul partenaire de Casey Irving, c'était mon oncle. Alors, on Contact était privilégié. très proche de la famille, OK? Alors, j'étais très près de la famille. J'étais... Ça veut-tu dire des super maisons avec les enfants? J'étais très près de la famille. OK. Et puis, alors, quand j'ai gradué à l'université, qui m'a dit que je veux qu'on travaille avec toi, Ross, à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, une couple d'années, j'ai dit OK, mais là, j'étais parti de Québec, là. Je m'en allais à Nouveau-Brunswick. Mais j'étais là 15 ans. Oh, OK. Alors, le 2 ans, là... Il est devenu 15. Il est devenu jusqu'en 75. Mais ça a été toute une école. Ça a été, pour moi, j'étais tout le temps avec eux, hein. Alors, c'est vraiment incroyable ce que j'ai fait avec eux. On voyageait ensemble. On allait partout dans les maritimes, à New York. Alors, j'étais tout le temps avec eux. On avait notre jet privé. Puis je les suivais. Et puis, alors, c'était pour moi des professeurs extraordinaires. Puis, je les ai adorés. Vraiment, pour moi, là, c'était fabuleux ce que j'ai fait avec eux autres. Est-ce que pour toi, donc, quand tu as quitté Irving pour t'en venir à Québec, dans le fond, tu t'en venais à Québec pour eux, pareil? Je vais te l'expliquer. OK. Là, parce que tu voulais te garder, je comprends ça. J'étais à Saint-Jean, puis je venais de Québec, de Cap-de-la-Madeleine, puis tout ça, fait mes études à Sherbrooke. Je voulais revenir au Québec. OK? Alors là, ça faisait 15 ans. Je suis arrivé en 60 à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick la première fois. Puis là, on était rendu en 75. Et... je me suis dit, écoute, je gérais la province de Québec. Alors, j'étais en charge de la province de Québec. De toute façon. Alors, j'étais tout le temps parti. Alors, je partais, puis je revenais. Alors, puis je me trouvais loin de mon champ de travail. Oui, oui. J'étais à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, là. Les vols, c'était pas comme aujourd'hui. Non, okay? mais non. Alors, j'ai dit à M. Irving, là, écoute, vous m'avez dit que vous me gardiez une couple d'années ici pour me montrer comment travailler. Maintenant, là, je suis rendu que ça fait 15 ans. Alors, si je ne sais pas comment travailler, je ne le saurai jamais. Alors, j'aimerais être à Québec. Je veux être à Québec. Ouais. Je veux avoir mon bureau à Québec. On avait des bureaux à Québec, là. Ben oui. C'était gros, Irving, pas à peu près. au Foulon, au pied de la Côte-Rosse. Alors, nos bureaux étaient là, qui ont été démolis aujourd'hui, hein, c'est plus là. Les réservoirs, tout ça, alors... Je voulais être là. C'est pas en ton honneur, sur la Côte-Rosse, par exemple? Non, je suis arrivé... Il y a des limites, quand même. Ouais. Il y a l'ordre du Canada, l'ordre du Québec, il faut se calmer, là. Ouais. Là Okay. alors, oui. voilà. Alors, ils m'ont dit, oui, Ross, on veut pas... je pense que tu as une bonne idée, mais ça a eu un bon et un mauvais côté pour moi de m'en venir à Québec. OK. Parce que j'étais tout le temps avec eux. Hein? Mon bureau était en face du bureau de M. Irving, Arthur, Jack... Il y avait une crise de tous les jours. 150 compagnies, 25-30 000 employés. Wow. J'étais mêlé dans cette affaire-là. C'était une scène, c'était incroyable, OK? Alors, quand je suis parti, c'est sûr, quand je suis arrivé à Québec, là, c'était tout nouveau, là. Ben oui. Mais je me suis ennuyé d'eux. Parce que j'étais tout le temps avec eux. Tu sais, quand on était dans l'avion, là, Casey Irving était assis là, Arthur s'assisait à côté de son père, et puis après ça, Jack, son autre fils, là, puis moi, j'étais là, OK? Il y avait quatre sièges en avant, puis après ça, il y avait d'autres places. Il n'y avait pas 15 intermédiaires, ça se réglait on the spot, c'est ça que tu dis? Ça se réglait là, OK, là? Et puis, écoute, Gilles, pendant que j'étais à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, là, j'ai pas manqué un samedi matin au bureau. On allait au bureau samedi matin, on était un petit groupe, 5, 6, 7, avec les Irving. On n'avait pas de cravate, puis on n'avait pas de shootlack non plus le matin. Et puis, c'est là que les décisions se prenaient, hein, avec M. Irving, les trois garçons. Et puis, on n'avait pas de plan de marketing, de budget, ça n'existait pas, ça, OK, ces mots-là. Casual Saturday. C'est ça. Alors, le samedi matin, il Relax. fallait être là. Puis M. Irving ne prenait pas ses téléphones le samedi matin. Alors, on pouvait s'exprimer, puis c'était comme le plan de marketing, en fait. Mais on ne pouvait pas... C'était la place idéale parce que, dans la semaine, quand je rentrais dans le bureau d'Arthur Irving,
il prenait tous ses téléphones. Puis M. Irving aussi prenait. Il n'y a pas de secrétaire qui répondait un moment, s'il vous plaît. Non. Il prenait ses téléphones. Alors, si j'allais, par exemple, pour vendre un projet, puis que là, le téléphone sonne, puis qu'il y a un bateau qui était échoué en quelque part à Terre-Neuve, là, je perdais mon... T'as pas l'attention. T'avais pas l'attention, okay? Je comprends. Mais le samedi, si tu faisais ta liste. Ah oui, mais par exemple, juste te raconter comment c'était, je te le dis, là, un matin, je rentre dans le bureau, c'est le président, là. Bonjour, comment ça va? Puis Ross, what is it? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Ben, j'ai dit, j'ai 3 choses à vous présenter. Correct, parfait. Alors, le téléphone sonne, c'est pas une bonne nouvelle, il raccroche, puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, telle affaire. Non! Alors, j'ai dit, bon, ben, on va passer à la deuxième. Alors là, je passe à la deuxième. Non! Là, je savais comment leur parler. J'avais appris comment communiquer avec eux. La communication avec eux autres, c'est très important, OK? Alors, là, je pars à rire. Mais il n'est pas fâché avec moi, là, il m'aime, là, OK? Puis moi aussi, là. Oui, c'est non. Mais il me dit, pourquoi tu souris, Ross? Ben, je dis, écoutez, j'avais 3 choses à vous demander, j'en demande 2, et puis c'est sûr que si je vous demande la 3e, aujourd'hui, vous allez dire non, je vais me reprendre. Bonjour, merci, salut. Alors, il dit, ben non, Ross, parle-moi. C'est quoi tu voulais dans la 3e? Alors, la première, la deuxième, j'ai eu les 3. OK, c'était juste une réponse à la mauvaise nouvelle qu'il vient d'avoir. Dans le fond, il bougonnait. C'était extraordinaire de travailler avec eux. Mais quelle école? Moi, juste ça, ce que tu me comptes, je me dis, toi, ça t'a servi tout le temps après? Tout le temps. La façon de regarder les gens, de les écouter, de travailler, d'être là quand c'est le temps. Puis j'étais pas vieux, là. J'étais pas vieux. J'avais 27 ans, 26 ans, 25 ans avec M. Irving, qui c'était tous des seniors. Alors, c'était une école formidable. À la même période, là, on parle des années... Quelle année, là? Je suis revenu à Québec en 1975. Alors, j'ai été avec eux directeur général de la province de Québec là jusqu'en 87. OK? Alors, c'est l'année que je suis parti de la famille Irving en 87. Je sais pas si on a sauté. Non, mais je voulais quand même parler 2 secondes parce qu'on a parlé de Penmas, ton père, tout ça. Mais je sais que lui a travaillé au Château Frontenac. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce que à Québec, c'est l'icône. Là. Oui. Puis je pense qu'il a eu la chance de rencontrer toutes sortes de monde. Papa, il était restaurateur toute sa vie et puis il a travaillé aux employés civils. Ça marchait, les employés civils, là, dans ces années-là. Puis papa, il a eu comme un petit restaurant dans l'hôtel Montcalm. Mais avant ça, il était au Château Frontenac. Puis ça, il nous avait raconté quand il y avait eu le D-Day, la préparation du débarquement à Québec, au Château Frontenac. Mon père travaillait là. Et il avait dit qu'il avait servi Churchill puis Roosevelt. Et il avait gardé le menu. Puis il nous avait montré le menu. Et je m'en étais souvenu de ça, OK? Et un soir, j'avais beaucoup de réunions. Moi, j'étais comme un ambassadeur du Château Frontenac parce que dans le développement des croisières, le château, pour moi, c'est important. Ben, c'est la base. Voilà. Oui. Et je me promenais dans le château, puis sur un des murs, je vois une photo, Churchill, Roosevelt à la table, puis mon père. Oh! Je le reconnais, mon père, là, parce que je savais que j'avais vu des photos de mon père. Tu ne connaissais pas l'existence de cette photo-là avant ça? Non. Alors moi, je connaissais bien Robert Mercure. Là. Je dis, Robert, j'ai vu une photo, ça ressemble à mon père. Il faudrait que je montre ça à ma mère parce que ma mère est encore en vie. Alors, je dis, ben oui, Ross. Alors, il me donne une copie de la photo, puis je montre ça à ma mère, elle part à pleurer. C'était bien mon père qui servait Churchill puis Roosevelt quand il a travaillé au Château Frontenac. C'est des beaux souvenirs. Mais est-ce que vous le saviez, vous, avant de voir la photo? Je parle pas de la photo, mais je parle du fait qu'il a travaillé. OK. Il nous l'avait dit, puis il nous avait montré le menu. Mais là, j'ai vu la photo, alors c'était vrai, c'était une histoire qui était vraie. C'était même émouvant pour toi, Ross? Oui, très émouvant, oui. Et lui, c'était pas inventeur, ton père, j'imagine? Pas en tout, du zéro, tout. Papa, c'était... Simplicité, dans le fond? Simplicité, oui. Papa, c'était un gars renfermé, un gars qui travaillait beaucoup. Mais avec le public, on a tout appris ça de lui, d'être avec le public. OK. Là, on est rendu à parler des débuts au Port de Québec, mais soit qu'on fait l'attention, il y a une dizaine d'années chez Irving à Québec, je comprends bien. Puis est-ce que c'est difficile, à part les 15 là-bas, c'est ça, je compte bien, moi? Là? Oui. 15 là-bas, 10 à Québec. Oui. Puis qu'est-ce qui amène la fin avec les Irving et le début au Port de Québec? Il y a une transition, là? C'était très dur, ça. OK. J'aimais les Irving, je les aime encore, tu sais, on se parle encore. Arthur, il a 93 ans, il m'a téléphoné il y a 2 semaines parce que
j'avais un petit pépin, puis il m'a téléphoné pour s'informer, puis souvent, il m'envoie un petit message. Ça reste des vrais amis, là. Ah, ben oui, puis il m'a invité à aller à sa maison au Barbade. Avant la pandémie, j'y allais tous les ans, les 3-4 dernières années. Mais on est amis encore. Il y a eu un temps mort d'1 an parce qu'il était fâché que je parte. Il voulait pas que je parte. Puis moi non plus, je voulais pas partir. Mais ça faisait 25 ans que j'étais dans l'industrie pétrolière. Puis j'avais envie de faire d'autres choses. Je voulais faire quelque chose qui me permettrait de voyager à travers le monde, de vendre quelque chose qui pourrait se vendre à travers le monde. Et d'une certaine façon, il y a un peu un lien pareil, tu sais, on n'est pas dans des mondes, là. Ben, les bateaux, là, quand ils venaient à Québec, là, c'est moi qui s'en occupais, OK? Et puis, tous les bateaux, les bateaux qu'on avait, les Irving, c'était des bateaux qu'on construisait à notre cale sèche à Saint-Jean-de-Beaubrunswick. Saint John Dry Dock appartenait aux Irving. Alors, quand on lançait un navire, c'est Ross qui organisait ça. Ça faisait pas partie de ma job, mais les Irving disaient, c'est Ross qui connaît ça, il connaît les restaurants, il sait comment faire tout ça. Alors, il me donnait ça en plus, là. C'était toutes des affaires... Est-ce que je pourrais dire, Ross, que pour les Irving, tu étais de la famille? Oui, c'est sûr. Ils devaient le dire, un family, eux autres, il y a un côté italien, c'est un côté, la famille, on est proche, on se tient, puis doute pas qu'on t'aime, fait que si jamais on brasse la cage, si jamais on te brasse Ross, ben dis-toi que... La photo que je te montre là, regarde là, Ross, à peu près 26 ans, 27 ans, et c'est les 3 Irving. C'est Casey Irving, Arthur Irving puis Jack Irving. On est sur le bord de la baie de Fundy et c'est le matin qu'on annonce le début de la construction d'un terminal en eau profonde. OK. Il n'y a pas 18 000 personnes là, OK? Non. Alors j'étais prêt pour que je sois là. C'est parce que j'étais près d'eux, OK? Alors j'étais très près d'eux. En même temps, c'est une pression de bien faire puis de démontrer ton talent, mais ça donne de l'énergie pour continuer quand tu sais que tu es soutenu comme ça. Oui. Donc, revenons à la transition. Dans le fond, ton désir a été plus fort que tout le reste, dans le fond? Il a pris le dessus. Est-ce que tu as sollicité de trouver un autre job? Non, c'est ça, c'est ça que je veux savoir. Je vais te donner l'histoire vraie, OK? Alors, l'histoire vraie, c'est que un jour, je reçois un téléphone de Brian Mulroney. Et il me dit, Ross, les organisateurs à Québec, Delisman Hallisey, puis Blanchard, m'ont parlé de toi, puis t'es un gars qui est bien en vue à Québec, et puis je veux me présenter comme chef des conservateurs au Leadership Convention, j'aimerais ça que tu me donnes un coup de main. Alors, j'ai dit, vous êtes bien gentil, d'ailleurs, vous êtes mon choix si je faisais de la politique, mais j'en fais pas. Alors, je sers des clients des deux côtés. Alors, on ne fait pas de politique chez Irving pour l'instant. Il m'a dit, Rod, j'aimerais bien ça, que tu me donnes un coup de main. Je vais appeler les Irving, puis je te redonnerai des nouvelles. Alors, quelques jours plus tard, c'est bien sûr que les Irving m'ont téléphoné, puis ils m'ont dit, Ross, on a eu un téléphone de Brian Mulroney, et il voudrait que tu travailles avec l'équipe de Québec pour leur donner un coup de main. Alors, si tu veux le faire, c'est OK avec nous autres. Alors, ils m'ont donné le OK. J'ai travaillé avec l'organisation à Québec, on the side. C'est pas job. Pas job, non, je comprends. Du bénévolat, là. Un coup de main. Alors, on avait 22 comtés à s'occuper dans l'Est, et puis c'est devenu 22 comtés conservateurs. Ça, c'est 83-84, ça se peut ça? Je me rappelle l'automne 84, là, c'est majeur. C'était majeur. Alors, Brian est rentré, et c'était extraordinaire. Êtes-vous restés amis? M. Mulroney et toi? Ça fait longtemps proche, que je l'ai vu. je comprends. Oui, il m'a téléphoné il y a quelques années, mais il sait qui je suis encore bien comme faut. Tu sais ce qu'on a fait? On avait livré 22 comtés sur 22 avec l'organisation à Blanchard, à LC, puis... Donc, de l'aide à M. Mulroney au port de Québec, il doit avoir un petit lien, peut-être? Ce qui est arrivé une couple d'années plus tard, quand il est rentré, ils ont changé. Dans ce temps-là, ça marchait de même. Ça marche plus de même aujourd'hui. Okay, là? Dans ce temps-là, les membres du conseil d'administration d'un port au Canada étaient tous nommés par le ministère des Transports à Ottawa. C'était 100 membres nommés par le gouvernement du Canada. Et quand que le gouvernement changeait, le conseil d'administration changeait aussi. Peut-être 1 an après, ou peut-être 2 ans. Là, le conseil d'administration a changé. J'ai été nommé président du conseil d'administration du port. Et le vice-président, l'honorable Jean Marchand. Jean Marchand, qui était un libéral reconnu, il était
Ben oui. Il était président de la commission de transport à Ottawa. Alors, lui, il a démissionné, puis il a laissé sa place, mais M. Mulroney l'a nommé vice-président du Port de Québec. Okay. Alors, j'ai travaillé avec Jean Marchand. C'est un beau souvenir, ça? Un souvenir extraordinaire, Gilles. Travailler avec Jean Marchand, voyager avec lui seul, qu'on parlait de Québec-Montréal, de tout ce qu'il a fait avec Trudeau. Un gars cultivé par de ça, hein? Ah, c'était extraordinaire. C'était une belle expérience. J'ai adoré M. Marchand. J'ai vraiment adoré M. Marchand. Et après un an et demi que j'ai été président du conseil, le PDG a été nommé président de Port Canada à Ottawa. Okay. Il est parti de Québec et le conseil, on devait trouver un remplaçant pour le PDG. Alors, un moment donné, une idée de fou me passe dans la tête en m'en allant chez moi. Je me dis, Colin, c'est une belle job. Je serais capable de faire quelque chose. Je connais le maritime. Ça pourrait être pour moi, donc, dans le fond. Je pourrais appliquer ça à job. Alors, je parle de ça à M. Marchand. Il me dit, Ross, écoute, tu serais un candidat extraordinaire, mais on ne laissera pas aller l'Irving, là, après toutes ces années-là, Ross. Tu as fait de la politique, disons que j'y penserais bien correct, mais il dit, écoute, je vais mousser ta candidature parce que je trouve que tu es un candidat parfait. OK. Et c'est arrivé comme ça. J'ai été nommé PDG au Port de Québec et j'ai été obligé d'aller dire au Irving que je partais. Et ça a été... C'est un moment difficile dans ta vie? Ça a été très difficile. Vraiment difficile, là. Hey, c'est 25 ans que j'étais là, puis c'était mes amis, mes proches, ils m'ont montré comment travailler. On était vraiment prêts, là, OK? Alors, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont été fâchés. Mais... Ils sont-ils défâchés pour en arriver à dire... Après un an... OK, on est content pour toi, honnêtement. Après un an, là, on s'est reparlé. OK. Puis, je suis allé voir M. Irving une couple de fois parce que je suis allé par affaire aux Bermudes, puis il était là. Et il m'aimait beaucoup, M. Irving. Et c'était vice-versa. Alors, mais après un an, là, c'était bien correct. C'est revenu et c'est sûr que c'est... Mais tu peux avoir une peine au départ, mais assez rapidement reconnaître tout le temps que tu as mis là. Oui, dans le fond, ils vont dire, on te remercie. Ils l'ont connu. Aujourd'hui, là, quand je suis avec, là, ils racontent toutes les histoires qu'on a eues ensemble. On a eu des histoires incroyables ensemble que je peux pas toutes raconter parce qu'on en a pour des heures. Mais j'étais content de travailler avec eux, puis j'étais content que notre amitié revienne. Et puis, elle l'est encore. Mon ami a 93 ans, il est encore en vie, puis on se parle. Il m'a téléphoné. Oui, c'est le fun. Alors, on se parle. Et c'est formidable. L'expérience chez Irving vous sert, mon cher Ross, quand t'arrives, dans le fond, de vous à toi, j'aime mieux qu'on se tutoie, au Port de Québec. Donc, parce que, de ce que je comprends, le côté visionnaire, ambitieux, c'est pas mal tes 25 ans au port. Ben c'est ça. Alors, je sais que c'était le port à ce moment-là n'était pas à son meilleur. Correct? Alors, il y avait eu des moments difficiles. Il y avait place à l'amélioration, dirions-nous. Il y avait place à l'amélioration. Des conteneurs étaient partis au port de Montréal. Alors, CP, qui avait le terminal de conteneurs au Foulon, était parti à Montréal. Alors, c'était la crème des revenus du port de Québec, plus les élévateurs à grains. Alors, les élévateurs à grains qui fonctionnaient très bien. On exportait 10 millions de tonnes de grains en Russie. Mais là, la Russie a arrêté d'acheter. Une chance qu'on avait un très bon opérateur chez Bunge. Mon ami Jean-Guy Saint-Onge en était le président. Ils ont fait des investissements puis ont sauvé un peu les meubles, mais le port avait besoin de reconnaître, de revoir quelque chose. Quand on parle du port puis on parle de Ross Gaudreault, on pense... 2-3 affaires majeures dans les croisières. On pense au changement d'activité et aussi à l'aménagement de la baie de Beauport. Moi, personnellement, comme observateur, est-ce qu'il nous manque des grands bouts là-dedans? Oui, là, tu sais, je me suis dit avec l'équipe, parce que j'avais une bonne équipe au port. OK. On a dit, on va donner une nouvelle orientation. On est qui, le port de Québec? Alors, on veut quoi? On a de l'eau. Alors, on était le port le plus profond, le plus loin à l'intérieur des terres. On avait 54 pieds d'eau à marée basse, puis à Montréal, il en avait 36 pieds. C'est un avantage. Alors, on va devenir ce qu'on appelle un transshipment port, un port de transbordement
pour les Grands Lacs qui s'en vont aux États-Unis avec du vrac. Okay. Alors, on a beaucoup de laquiers. Alors, on va prendre la voie maritime, puis ça va être l'atout du port de Québec. Vous venez au port le plus profond à l'intérieur des terres, puis on va vous envoyer avec des laquiers dans les Grands Lacs américains. Alors, c'est ça qu'on a fait au début. Je suis allé voir des compagnies de minerais de fer. Okay. On est allé au Brésil. On est allé... alors, on a eu comme client Bethlehem Steel. Puis avec notre partenaire qui est encore là, St. Lawrence Stevedoring puis Québec Arrimage. Alors, on a fait le tour de tout ce monde-là. Puis on a réussi à vendre l'idée de faire du port de Québec un port de transbordement à Baie-de-Beauport. On a construit un terminal, et puis ça a marché, et ça marche encore, correct? Alors ça, on a fait ça. Puis après ça, quand j'ai vu le premier bateau de croisière, le Royal Viking Sun, qui est arrivé au port de Québec, c'est phénoménal, il faisait beau soleil au mois d'octobre, puis les gens venaient marcher ces quais, les familles, puis les gens aimaient ça. Je me dis, il y avait un intérêt. Un intérêt. Hey, j'ai dit... faut emmener des bateaux de croisière parce que c'était pas rendu encore ce que c'est rendu aujourd'hui. Il n'y avait pas tant de bateaux. Là. Non. Alors, puis j'ai pas de contact. Puis je sais pas encore comment je vais mousser le développement de cette business-là. Alors, c'est juste une question, Ross, qu'on se pose souvent. On se dit... Moi, je dis à la blague, mais je pense que j'ai pas complètement tort. Je dis, quand il y a beaucoup de bateaux, puis des bateaux d'importance qui viennent, ils sont pas forcés de venir. S'ils viennent, c'est parce qu'il y a une demande. Ah, ben écoute... Il faut que la clientèle veuille venir à Québec. C'est-tu vrai, ça? Je vais tout te compter ça. Ah ouais, compte-moi ça. Je vais tout te compter ça, là, comment ça marche. Alors... Parce que tu as appris, même si tu dis que tu connaissais rien au début. Je connaissais rien. Mais, OK. Alors... j'ai commencé à faire des contacts avec les agents des navires, puis ils m'ont dit, écoute, il faut que tu ailles, là. Faut que tu ailles au congrès des croisières. C'est où? Miami. C'est quand? OK, au mois de mars. Alors, je suis allé. Et le premier congrès, écoute bien, Gilles, c'est au Fontainebleau Hotel à Miami. Tout le monde connaît le Fontainebleau. Oui. On est 800 personnes. Mais là, il n'y a pas les bateaux, puis il n'y a pas le monde. C'est pas commencé encore la folie d'aujourd'hui, là. Ben non. Alors, écoute bien ça, là. Le dernier congrès que je suis allé, là, c'était en 2016 ou 2017. On n'est pas 800, on est 15 000. OK, l'évolution. Tous les pays du monde sont là, Gilles. Tous les pays du monde sont là avec un kiosque qui veulent avoir des croisières partout dans le monde entier. Alors, ça avait évolué, le nombre de bateaux a augmenté, quintuplé. C'est une business qui a monté en flèche, OK? Alors, moi, ce qui m'a aidé en plus, c'est quand j'ai commencé, là, ce qu'on avait, nous autres, à Québec, là, c'était rien que les bateaux qui allaient en Alaska, puis à la fin de la saison de l'Alaska, ils ne voulaient pas s'en aller dans les Caraïbes. Il y avait des ouragans dans le mois de septembre puis octobre. Alors, ils repositionnaient les bateaux, puis s'en venaient dans le Saint-Laurent, puis New York, Boston, Québec. OK? Alors, ça marche. Ça a commencé comme ça, OK? Mais après ça, quand les bateaux ont commencé à se développer en nombre, puis ont commencé à grossir, puis là, ils cherchaient des destinations. Et moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que, quand j'étais au Port de Québec, je me suis impliqué beaucoup avec le AAPA, qui était l'American Association of Port Authorities. Alors ça, c'était l'association qui représente les ports des 3 Amériques. Hein? C'est 39 pays, OK? C'est à Washington. Et on se réunit à Washington une fois par année. Il y a un congrès ailleurs une fois par année. Puis il y a j'étais 14 ans à l'exécutif de cette association-là. J'ai monté. Ben oui. Puis je suis à l'exécutif. Il n'y a pas un Américain qui reste là plus que 2 ans, selon les règlements. Mais parce qu'on était au Canada, tous les ports du Canada, ils moussaient pour que je reste là, à l'exécutif. Et j'en suis devenu le président en 2001. Et ça, c'était respecté par les présidents de lignes de croisière parce que c'était à tous les ports. Les bateaux de croisière vont dans des ports partout, hein, dans les 3 Amériques. Alors, ça m'a ouvert la porte. Puis, je suis devenu ami avec des présidents de lignes de croisière. J'ai réussi à les emmener ici. Normalement, les présidents de lignes de croisière... Avant les bateaux, tu veux dire les présidents ou les officiels? Alors, j'étais prêt. De Norwegian ou de tous les gros, là. Alors, j'ai eu des bons contacts. Et le fait d'avoir été président du AAPA, ça a ouvert la porte à plusieurs
plusieurs lignes de croisière. Ils m'ont respecté et c'était extraordinaire. Et pendant que je te parle du AAPA, j'ai amené en 2001 le congrès à Québec du AAPA. Et c'était au mois d'octobre 2001. Tu sais ce qui est arrivé en 2001 à New York. Septembre 2001, Alors, le lendemain matin, je reçois un téléphone de Washington, puis ils me disent, Ross, c'est cancellé. Puis je dis, écoutez, on comprend. Je suis pas prêt à dire oui tout de suite. Donnez-moi quelques jours. Je suis quand même le président de l'association. Donnez-moi quelques jours. C'est terrible ce qui arrive, mais ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus pour organiser ça. Attendons quelques jours avant de prendre une décision. Ils ont dit, Ross, c'est bien correct. Et 4 ou 5 jours après, le président des États-Unis sur le tas de ferraille à New York, puis il dit en anglais, American, let's go back to your life. Ah ben, j'ai dit, Monsieur le Président, vous m'avez donné ma réponse. Américains, retournons à notre vie d'antan, OK? Alors là j'appelle Washington, j'ai dit, je cancelle pas, je viens d'entendre votre président qui demande de retourner, puis on a fait le congrès ici à Québec, puis on était 975 au lieu de 1100. Fait que ça a été extraordinaire. C'était une belle réussite. Alors, cette association-là, là, j'ai connu tout le monde, Gilles. On avait 39 pays dans les 3 Amériques. Alors, des connaissances, là, j'en ai eu beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup, ça. Dans le fond, Ross, ce que tu es en train de dire, ce qu'on entend souvent de bien des gens qui sont entrepreneurs dans leur vie, le réseau de contacts, c'est fondamental. C'est là. Alors, c'est ce qui a fait qu'on a développé, et puis c'est ce qui fait que le port aujourd'hui, on fait un 2e terminal de croisière. C'est ce qui fait qu'on a fait un terminal de croisière parce que ça n'a pas été long, là, les croisières. Et moi, je rêvais que le bateau de croisière, c'était pas rien qu'un bateau qui arrive le matin puis qui repart le soir, comme on avait au début. Mais après ça, moi, je rêvais que les bateaux viennent ici, puis que les passagers débarquent, aillent coucher dans les hôtels à Québec un soir, puis repartent le lendemain, puis les autres arrivent, vont coucher le premier soir. Alors, je voulais qu'on appelle ça, dans le terme des croisières, turnaround. Alors, je voulais que le port de Québec devienne un port d'attache, tu changes les passagers à Québec, et il y en a beaucoup qui arrivent maintenant comme ça. Si on parle du port et non pas des effets sur la communauté, parce qu'il y en a beaucoup, les restaurateurs, c'est important, les bateaux qui viennent, mais je veux dire, pour le port, c'est quoi le pain puis le beurre? Qu'est-ce qui fait les revenus du port? Ah oui, ce qui fait les revenus. Est-ce que la croisière est aussi importante que le transbordement? Oui, très important. Au nombre de passagers qu'ils ont à Québec, les passagers, il y a un tarif par jour, chaque fois qu'ils viennent, OK? Alors, disons 10 piastres par jour, OK? Alors, si tu as 3000 qui débarquent, c'est 10 $ pour débarquer, puis 10 000 si tu changes de passager, ben le tarif est différent. Okay. Alors, il y a des bons revenus. Okay. Effectivement. Et puis, moi, là, on était à la propriété du gouvernement du Canada. On avait aussi un devoir d'aider la communauté. Alors, pour moi, c'était pas rien que les revenus au port qui comptaient. C'est les hôtels, les restaurants, l'aéroport, les liens, les aéroports, tout ça. Alors, je savais qu'on avait un devoir, un peu comme on était la propriété du gouvernement du Canada. Alors, moi, je voulais développer Croisière pour la ville de Québec. C'est pas rien que pour le port, mais je voulais ça. Mais tu sais, quand tu dis, Ross, t'as pas fait de politique, inévitablement, quand on parle à tous les gens, c'est une autre façon de faire de la politique, mais tu sais, c'est pas de la politique officielle, membre du parti, mais c'est pour ça que je suis pas allé en politique, parce qu'on m'a demandé. Pour éviter d'être dans une seule faction? Au début, quand on m'a demandé pour aller en politique, j'en ai parlé avec mes patrons, puis ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, Ross, on veut pas. Non. Bon, that's it. Et à la maison, c'est-tu pareil? Non, ça, c'était correct. OK. Mais j'ai eu un goût d'y aller à un moment donné, mais j'aurais fait une erreur. Pas parce que c'est pas correct, là, mais c'est difficile. Alors, j'avais toute la joie du public que je pouvais avoir au port. Parce que c'était comme... on voyait du monde, on voyait de la média, on voyait des... Alors, j'ai décidé de ne pas aller en politique. Et aujourd'hui, je regarde en arrière, puis c'est bien correct. Dans le fond, il y a dû avoir des moments dans ces 25 ans-là au port de Québec où tu as eu une fierté débordante. Là, oui. On a réussi. Là, il y a bien des choses qui se réussissent, mais souvent, le concret, quand tu vois des milliers de personnes qui voient les bateaux arriver, c'est un peu une folie. Là. Gilles, quand on a amené à Québec le Queen Mary II, on était
25 000 personnes sur les quais. T'étais là, Gilles? Ben oui. C'était l'enfer quand l'orchestre est sorti ses ponts le soir, puis ça criait. Puis là, moi, j'ai pris une vidéo de ça, de toute cette affaire-là, et j'ai envoyé ça à tous les présidents de ligne de croisière. Alors, j'ai dit, si vous pensez que vous n'êtes pas bienvenu à Québec, regardez le vidéo. Ça a-tu eu des effets? Ah, c'est sûr, hein? C'est sûr. Ouais, c'est incroyable. Là. C'est 25 000. Le capitaine a dit « I've been through the world », mais j'ai jamais vu un engouement de même pour un bateau de croisière. Ross, il faut que je profite du fait qu'on soit ensemble pour poser cette question-là. On dit, parce qu'il y a des maniaques de croisière, des gens qui documentent ça, tout ça, qui disent un des attraits majeurs, c'est le Château Frontenac. Ah, moi, là, j'aimais assez ça parce que j'ai. Mais tu as dû l'entendre de tous les gens avec qui. Je vais t'expliquer ce que je faisais. J'allais sur la passerelle, là, puis des fois, il fallait que j'écoute. OK? Bon, ce qu'on fait est correct, là. On a une bonne équipe, là, mais moi, personnellement aussi, j'y allais. J'allais sur la terrasse, puis sur la passerelle, puis quand les passagers débarquaient, ils regardent en haut. Darling, look at that. This is the Château Frontenac. C'est sûr, hein? Ah, ben, tout le monde allait au Château Frontenac. Ils prenaient l'élévateur, prenaient la rue, mais tout le monde allait faire un tour au Château Frontenac. Hein? Le Château Frontenac, c'était l'icône. Puis les gens allaient rester là. Souvent, après la croisière, les gens... Puis encore aujourd'hui, puis il y a bien d'autres hôtels qui sont bien corrects en bas, mais le Château Frontenac, c'était l'icône. Okay? Ross, dans les faits, à un moment donné, on a eu le bateau Disney aussi qui est arrivé récemment, il y a quelques années. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est des sondages constants auprès des croisiéristes qui vont faire qu'un jour... Ils vont venir à Québec. Faut que, à mon idée, c'est pas juste une subvention qui va les amener. S'il faut, les autres, il y a tellement de compétition. Il y a une chose qui amène les croisières, Gilles. Pas deux. Une. Les lignes de croisière, ils testent. Et la Ville de Québec a le plus haut taux de satisfaction dans le monde entier. Mais voyons. On était le port avec le plus haut taux de satisfaction dans le monde. On est le numéro 1 pour Holland America dans le monde. Alors, Québec est le plus haut taux de satisfaction dans le monde entier. C'est pas compliqué, là. Ben ça, c'est fantastique, okay. Mais est-ce qu'il y a quelques raisons qui expliquent ça, à ton avis? L'attrait européen, c'est une chose? L'attrait européen, le petit Champlain, le Vieux-Québec, c'est extraordinaire. Surtout quand il fait beau, là, l'automne. Puis même des fois, quand il pleuvait, là, je disais, Moses, il pleut, là, Mais je parlais avec des passagers, ils disaient, you know, we're from California. Et moi, jamais. Fait qu'on est content quand au moins on voit un peu de pluie. Ici, ça ne nous dérange pas pantoute. La ville est aussi belle. Mais Québec était une ville unique. Vraiment une ville unique. Puis là, de ce qu'on voit, parce que c'est une autre administration, ça se continue. Tu vas être content de voir que ça se poursuit. Oui, puis je vois que la nouvelle administration, ils font attention parce que trop de bateaux, en même temps, ils ont tous le même défaut. Parce que... Mais tout le monde va aller sur Petit Champlain. J'allais dans des îles, puis le matin, à 10 heures, il y a 7 bateaux de 3000 passagers. T'es plus capable de marcher dans la rue. Alors, il faut que les lignes de croisière respectent le fait qu'on ne peut pas avoir 200 000 personnes dans la rue le matin. Là, okay? Ben alors, il faut qu'ils contrôlent leur itinéraire. C'est pas facile, mais je pense qu'ils apprennent qu'on ne peut pas être plus que tant de bateaux par jour. Sans ça, on les reçoit pas bien. Le trafic, les boutiques, les restaurants. Là, alors, mais je pense que ça, ils gèrent ça. Ils ont mis des quotas. Puis moi, je suis bien d'accord. Je ne veux pas parler de non, je comprends. C'est pas ça mon point. Mais je crois que j'ai vu dans les médias qu'ils en font un contrôle. C'est bien correct. Parlez-moi de Saguenay, hein? Oui, ben je sais, c'est ça, c'est venu après. Dans le fond, il y a eu le port de Québec. T'as-tu une pseudo-retraite de laquelle on t'a sorti, Ross? Écoute-moi, ce que je vais te dire, Gilles, c'est que Jean Tremblay, le maire puis Ghislain Harvey, qui était son assistant, moi, je trouve qu'il m'a sauvé. OK? Parce que j'ai pris ma traite, j'avais 69 ans, OK? Du port de Québec. Et en 2011, c'est ça? J'ai fini en 31 décembre 2010. 2010. Alors, en 2011, ils m'ont demandé, Jean Tremblay, me dit, Ross, pourrais-tu nous donner un coup de main pour développer les croisières? Penses-tu qu'on pourrait avoir des bateaux de croisière au Saguenay? J'ai dit oui, j'y crois, parce que quand j'étais au port de Québec, on regardait d'autres destinations pour amener d'autres bateaux. On en a maintenant Bécomo, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Montréal. Alors,
on trouvait que c'était un nouvel itinéraire. C'est beau, les fjords de Saguenay. Oui. Moi, je les avais toutes faites, là, OK? Alors, j'ai dit, Jean, j'étais à la retraite, puis ça faisait mon affaire. Ils venaient de construire le terminal de croisière, puis je les avais aidés à amener le premier bateau. Ils avaient mis une tente dehors, les gens chiolaient, ça marchera pas. Et sacrifice. Le premier bateau, ils avaient mis des comptoirs là-dedans, ils ont tout vendu. Puis là, les gens se sont mis à l'appuyer. Puis là, ils ont fait un terminal de croisière. Maire Tremblay, là, Jean Tremblay, là, il a mis le paquet, il a été vite. Il a fait un beau terminal de croisière. Et alors, j'ai dit, oui, je vais t'aider, Jean. Alors, j'ai travaillé avec la dame qui était en charge de Tourisme Saguenay, Priscilla, et elle était formidable. J'ai tout montré, mes contacts, on est allés partout. Savez-vous que cette année, au Saguenay, ils vont faire 100 bateaux plus qu'à Montréal. Ah oui? Oui, c'est un succès total. Alors, ça va très bien. Je suis content qu'on en parle parce que c'est pas sûr que les gens de Québec savent ça. Non. Ça, c'est tous des bateaux qui viennent à Québec, là. Ben oui. Alors, c'est des bateaux qui montent. Ils vont aller là, puis ils s'en viennent à Québec, ils vont changer des passagers des fois, ou ils vont arrêter en descendant. Alors, moi, j'étais pas loin, je demeure au Mont-Saint-Anne, alors je m'en allais pas à Saint-Urbain, j'arrive direct dans le petit parc, et puis, alors quand il y a des bateaux, j'y allais, et ça m'a aidé à la retraite, et ça m'a aidé à être capable de... C'est pas facile d'arrêter, hein? Quand tu es actif, et puis que tu arrêtes, tu perds tes contacts tout de suite. Ça, c'est avant que tu as eu la maladie, tu as eu à combattre le cancer? J'ai été malade en fin de 2011. Alors, j'étais en chimiothérapie jusqu'à mi-2012. Alors, mais j'allais de temps en temps... j'ai continué un peu. À t'informer de ça. Pour ne pas perdre mes contacts. Et après ça, j'ai continué avec eux. Jusqu'en 2017, là, avant la pandémie. Mais Jean n'avait pas prévu sa relève quand il a arrêté la politique. Alors, ils ont perdu aux élections suivantes. Puis la personne qui est entrée... T'as moins intéressé. C'était pas une malade des croisières. Et puis, tout ce que c'est qui est alentour de M. Tremblay, c'était pas bien correct. Bon. Ouais, alors, pas j'ai pris ma pension pour de bon. Okay, j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté de travailler à ce moment-là. Comment ça va, la santé? Comme ça, ma santé est bonne. C'est sûr qu'à l'âge où je suis rendu, on a des bobos. Hein? Oui, alors, on a des bobos. On sort plus du showroom, là. Ah non, là, c'est plus dur un peu, mais je fais encore un peu d'exercice, je fais du vélo. Et, mais c'était une année difficile cette année, mais aujourd'hui, ça va bien. OK, on passe au jour le jour, là, oui. c'est ça. Puis en même temps, juste le parcours que tu as une fierté constante, là. Oui. Pense à tout ce que tu as fait, là. J'y pense. C'est à l'âge où je suis rendu, je suis en haut de 80. Okay? On dit on a plus de fêtes qu'il en reste, là, c'est sûr. Il y en a plus de fêtes, puis on y pense. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Aurais-tu fait ça autrement? Il n'y a pas grand-chose que j'aurais fait autrement. J'ai été chanceux. Mais je veux te parler d'André tantôt, là, mais j'ai été chanceux. J'ai eu des bons employés. On a eu vraiment des bons employés au port, puis avec Irving, c'était extraordinaire. Je repense à tout ça. Est-ce que tu ferais des choses différentes? Oui, c'est ça. Non, pas tant. Il n'y a pas grand-chose que je changerais dans ma vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis... je n'ai fait en masse, là, parce qu'on n'a pas le temps de toucher à tout. Mais non. Mais... je te poserai la question, qu'est-ce que ça prend pour faire une carrière comme parce que dans le fond, tu le vois, quand tu fais le bilan... Je suis un gars enthousiaste. D'ailleurs, tu sais, quand tu donnes des entrevues à tout le monde, fait que non. Tu sais quand il y a un qui marche puis l'autre ne marche pas, là. Donc, alors, mais j'ai toujours été enthousiaste. J'étais un gars qui aimait le public, qui aime les gens. Oui. J'ai parlé à tout le monde. Hein? Je parlais à tout le monde. Je me prenais pas pour un autre. Et tu as fait plus d'amis que d'ennemis, j'imagine. Oui, des ennemis, on en a toujours. Ça, c'est normal. Oui. Tu peux pas tout faire des bons coups. Quand tu fais du public, là. Ouais, j'ai eu des dossiers qui ont été tough au port, mais on a passé au travers. Mais faut... leadership, c'est ce que c'est ça, le leadership. Hein? Alors, c'est ça. Faut que tu mènes la bataille avec le drapeau dans les airs. Puis tu sais, moi, je repense à des petites choses qui deviennent majeures rapidement. Quand ton oncle te dit « on va l'apprendre en anglais », c'est un tournant important pour la suite des choses. Là. À cette époque-là, tu peux pas le deviner. Là. C'est là que ça commençait. Imagine-toi que la deuxième année que j'étais à l'université, j'avais été choisi pour aller travailler à Paris l'été dans une banque, OK?
Et là, je dis ça à mon oncle. C'est mon oncle Aimé. Cette année, je ne vais pas à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. M'en va à Paris. M'en va à Paris. Non. Il m'a dit non, tu t'en vas pas à Paris, tu t'en vas à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. Tu iras à Paris quand tu auras fini l'université, puis que tu travailleras, puis que tu seras capable de te payer un voyage. Oh, alors, leçon de vie. C'était that's it. Alors, je suis retourné à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick et non à Paris. Il y a quelques affaires, on va parler d'André Arthur tantôt parce que tu as eu une relation particulière avec lui, comme bien des gens aussi. Mais je veux qu'on parle du Café du Monde parce que je sais que tu as une relation spéciale avec le Café du Monde. Oui. Restaurant qui est maintenant avec le groupe Resto Plaisir, mais qui au départ ne l'était pas, qui a déménagé. Fait que c'est quoi l'histoire de Ross Godreau avec le Café du Monde? OK. D'abord, le premier Café du Monde qui était dans le bâtiment de Chenick, sur la rue Dalhousie. Alors, c'était un des bâtiments. En bas de la cour de la montagne, sur le coin, c'est ça, je me rappelle. Oui, très bien. Alors, très bien. Ça appartenait à Chenick, mais Chenick, c'était Irving, puis Irving, c'était moi à Québec. OK, bon. Là? Alors, il fallait que, quand ils ont déménagé Chenick, sur le boulevard Charret, et qu'ils l'ont fermé après, puis ils l'ont vendu au gouvernement, ainsi de suite. Alors, la vieille partie de Chenick, on louait ça, c'était à louer. Ça fait qu'ils ne vendaient pas les Irving dans ce temps-là, OK? Ils gardaient. OK. Alors là, la fameuse bâtisse à rue Dalhousie était vide, faisait longtemps. Puis moi, je trouvais ça horrible, mais dans notre jargon Irving, M. Irving, là, il ne louait pas à 5 ans ou à 10 ans. Il louait 1 an, 30 jours de vie. OK? Il n'aimait pas ça, les grands beaux. Être pogné dans des grandes histoires. Non. OK. Fait que là, il m'a dit, Ross, essaye de trouver quelque chose. Mais là, un jour, je suis dans mon bureau à Sillery, puis Horst Gamper arrive. C'est un Allemand que je connais pas. Très gentil. Puis il me dit, moi, là, j'aimerais partir à un restaurant dans ce bâtiment-là, puis on va appeler ça Café du Monde, puis ça va être extraordinaire. Il m'a dépensé 400-500 000 pour décorer ça. Mettre ça douette, là. Mettre ça douette. Ben, c'est parfait, c'est ce que je veux, ça va être extraordinaire. Mais les conditions du bail, ben, il dit, c'est 1 an, 30 jours de vie après 1 an. Non, on ne peut pas faire ça. Non, ben non. Investir de même, ben non. Alors, j'ai donné un bail de 10 ans. Et, sans le dire au Irving? Ou? C'est ça. Alors, quand je leur ai téléphoné pour leur dire, quelques jours après, là, j'ai trouvé quelqu'un. Hey, found I rent. Oh, Ross, on est tellement contents. Fait que j'ai dit un tic, là, mais c'est correct. Ben, c'est quoi le tic? Je l'ai loué pour 10 ans, on va voir la paix. Ils ont dit, you know, Ross, qu'on fait pas ça. Mais ils ont été, c'est un débarras, on l'a loué pendant 10 ans. Ouais, puis c'était pas un investissement de 500 millions non plus. Non. C'est ça. Fait que là, on a loué ça. Et puis, Café du Monde, en ouvrant la porte, ça marchait en sacrifice. Et c'était toujours plein. On n'était pas capable d'avoir de place. C'était trop petit, c'est vrai, c'était trop petit. Le piano, hein? Ça marchait. Il y a eu des belles soirées, là, vraiment. Et là, après ça, André Gauthier puis José ont acheté de Horst Jacques Gamper. Gauthier. Hein? C'est Jacques Gauthier. Jacques, c'est ça. Ouais, Jacques Gauthier. Puis, et José Allé. José Allé ont acheté. Et Dynamique, ça. Et j'y allais souvent dîner, c'était pas loin. Alors, je les connaissais très bien. Et encore là, il n'y avait pas beaucoup de place, OK? Il y avait le même problème. Il cherchait une solution Il cherchait une solution. Alors, dans la construction du terminal de croisière, on avait prévu un endroit pour faire un restaurant. Parce que je me suis dit, dans le temps, à l'Agora, il y avait un restaurant, là. Et ils ont démoli ce bâtiment-là avec le restaurant pour construire l'école de la marine. Ouais, parce qu'il fallait qu'ils fassent un geste quelconque pour montrer que... En tout cas, ils ont démoli ça. On sent que ça... là... Ça n'aurait pas été ta décision, mettons. Ça n'aurait pas été ma décision. J'ai compris. Okay? Et j'ai essayé de l'arrêter, mais je me suis fait dire que ça ne marcherait pas de même. Un genre de sympathiquetagueule.com, mais pas dit de même. Pas loin de ça. Alors, là, je me suis dit, il n'y a pas de restaurant sur le bord de l'eau. Alors, il faut avoir un restaurant dans le terminal de croisière. Les gens vont venir dîner là, ils vont regarder les bateaux, la vue sur le fleuve, c'est magnifique. Mais ça me prend... Je connaissais la restauration, Gilles. J'étais au monde là-dedans, OK? Alors, j'ai dit, un restaurant qui n'est pas connu, c'est pas sur la rue principale, là, c'est en arrière. Non. On ne le voit pas d'abord. Non, puis il y a un stationnement là-bas, je sais très bien. Non. Alors, ça me prend un restaurant qui est déjà un succès, qui est déjà un restaurant plein. Alors, j'appelle José avec Jacques, puis j'ai dit, j'aimerais ça vous rencontrer.
Alors, ils viennent me voir au bureau, ils ne savent pas, là. Là, j'ai dit, on va prendre une petite marche, toi et toi, puis je vous emmène de l'autre bord, le terminal de croisière en construction. Fait que là, on rentre là, puis là, je les emmène à la place où on pense qu'on devrait faire un restaurant. Ils disent, écoutez, moi, là, j'étais dans la restauration toute ma vie. Je le sais que cette place-là, ici, je vibre. Puis quelqu'un qui arrive avec un concept extraordinaire, un genre de restaurant unique, ça va être un succès total. C'est vous autres que je veux. Vous êtes déjà des gagnants. Je pense que vous autres, vous allez gagner si vous faites un restaurant ici qui va être extraordinaire. Alors, ils ont dit, t'es malade. J'ai dit, oui, je suis malade. Correct? Mais ils ont dit, écoute, Ross, je trouve que t'as une très bonne idée. Donne-nous 2-3 semaines, on va venir te voir. Ils vont faire des chiffres un peu, alors, ils ont fait des chiffres, ils sont venus, puis ils ont investi 2-3 millions. C'est un succès. La première journée qu'ils ont ouvert la porte, c'est encore pareil aujourd'hui. Alors, c'était un beau succès. Dans le fond, on n'a pas dit comme ça, mais quand on parle du Vieux-Port à ce moment-là, le fameux 84 Mer et Monde, t'es là. C'est là. Il y a eu beaucoup d'améliorations au Port. En 84, là, Mer et Monde, là, ils ont fait les passerelles qu'on a enlevées plus tard. Ils ont fait l'Agora qui ne fonctionnait pas. Puis après ça, ils ont fait ce bâtiment-là qui n'avait plus rien, qui avait un musée des insectes. OK? Alors, c'est un musée des insectes. Et moi, quand... puis ma gang, là, chez nous, on pensait faire un terminal de croisière. On ne savait pas ce qu'on le ferait, OK? Mais il fallait le faire dans ce coin-là. Ben oui. Mais là, j'avais rencontré quelqu'un qui avait construit des terminaux de croisière de plusieurs lignes de croisière au port de Miami, l'architecte Royal Caribbean Cruise Line, Carnival Cruise Line. Alors, je l'ai fait venir à Québec pour voir où on peut construire ça, puis c'était ce bâtiment-là. Alors là, c'est Travaux publics qui l'avaient en main, puis c'est Travaux publics qui avaient l'Agora en main aussi. C'était pas au port, ça. Le port ne gérait pas ça, OK? Alors, je leur ai dit, je pense qu'on va construire un terminal de croisière. La business est bonne, on va attirer du monde. On veut prendre le bâtiment puis le transformer. Puis ils nous ont donné une subvention, puis, mais je veux pas l'Agora. Avez-vous compris? Je veux pas l'Agora. Je la voulais pas, l'Agora. On était un port. On n'était pas un gérant de spectacle. Ben non. Mais, et c'était la Ville de Québec qui prenait l'Agora. Puis Jean-Paul était bien d'accord avec ça, OK? Là? Puis il était bien d'accord avec mon terminal de croisière, OK? Mais il est arrivé un élément que je n'ai pas pu contrôler. Puis l'Agora, on est obligé de le prendre. D'en occuper. OK? Alors, je ne peux pas trop donner de détails. Non, je comprends, mais c'est là que ça s'était foiré, qu'on a eu une bataille pour le maudit terminal de croisière qui n'aurait pas dû avoir. Et pour le restaurant aussi, qui n'aurait pas dû avoir. Mais une fois que c'était fait, tout était revenu. Aujourd'hui, on est revenu des bons amis. La tempête a passé, puis là... La tempête a passé. Mais ça reste, les installations. Il y a une base. Ça a été tellement bien fait, là. Ouais. Tu sais, les quais, tout ça, ça reste, là. Non, ben écoute, c'était tout neuf, ces quais-là. Là. C'est tout construit en 84. Nos quais, là, sont larges de 1700, 1800 à bien des places, OK? Si on parle j'ai su, parce que j'ai fait quelques recherches, que tu été au Saguenay. As-tu été d'un cadet ou je voulais juste... Moi, j'ai été nommé par le ministère de la Défense fédérale colonel honoraire de l'escadron 439 à Bagotville. Quand ça? C'était dans les années 2000, 98. Au tournant 2000. J'ai fait 8 ans. OK? Jusqu'à à peu près... j'ai fait 8 ans, alors il faudrait que je vérifie, mais j'ai adoré ça. Ça m'a enlevé, ça me faisait du bien aller à la base militaire. Les gars, les commandants, les employés, tout le monde. T'as-tu volé un peu? Oui, j'ai fait 3 beaux voyages de F-18. Oh! D'ailleurs, j'ai fait le dernier voyage du commandant de la base, qui était Dwight, qui était transféré à Ottawa comme général. Et puis, il y avait 2500 ou 3000 heures de F-18. Alors, il m'a dit, Ross, c'est avec toi que je vais faire mon dernier vol de carrière. C'était son dernier vol.
Tu devais dire, faut pas que ce soit dernier à vie, là, de carrière, juste carrière. De carrière, son dernier vol de carrière, OK? Alors, on a fait ça ensemble, c'était extraordinaire. Mais il faut que tu m'en parles. Là. Excuse-moi, là, mais j'arrête 2 secondes sur ça. Ça me semble tout à fait... Est-ce que c'est pas la montagne qu'il avait fait, qui avait dit c'est comme faire l'amour ou quelque chose comme ça? C'est une côte qui avait été prise partout au Canada. Là. J'ai pris 6,2 G. Alors, mais physiquement... Mais parce qu'il avait décidé... J'avais fait 2 tours avant, OK? Comme colonne horaire, ils te sortent une fois de temps en temps, OK? Alors, j'avais fait un premier tour en F-18, puis moi, je n'étais pas malade en avion, OK? Alors, on a fait quelques affaires. Ça s'est bien passé. Ça allait très bien. J'étais capable léger. Oublie pas qu'ils nous donnent un cours avant d'embarquer là-dedans. Non, je ne savais pas. Ben, oublie pas, je sais pas, moi. Ben oui, faut que tu aies un cours. Pas de même bang-bang, faut que tu sois certifié, parce que tu as un siège éjectable. Alors, si ça marche pas, là, clink, ça part, il faut que tu saches quoi faire. Ouais, je Alors, comprends. tu peux pas embarquer dans un F-18 si tu n'es pas certifié sur le siège. On dirait qu'il n'y a pas de basse vitesse aussi. On dirait que ça va vite tout le temps. C'est peurant. C'est peurant. Mais c'est excitant? C'est excitant, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Faut que ça soit plus excitant qu'épeurant, sinon c'est pas épeurant, mais c'est sûr que c'est difficile, là, parce que les jeunes, les pilotes, c'est tous des jeunes en forme, tout mais en arrière, quand tu prends 5-6 G, t'as affaire à souffler, là. C'est quelque chose, OK? Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et virer à l'envers, faire des pirouettes. Non, mais quand tu pars en F-18 assis dedans, là, puis que le commandant en avant, il dit « Armez votre siège », t'as une switch à droite, puis là, t'as ma on, OK? Là, ça veut dire quoi, ça? Là, ça veut dire que t'as de la dynamite en dessous, que si ça part, tu sors. Alors, et t'es très content quand tu reviens, quand il dit « Fermez la switch ». T'as jamais eu peur? Pas en tout. Non, c'était extraordinaire. Puis écoute, là, le dernier vol que j'ai fait avec le commandant Dwight, là, ça a été absolument extraordinaire. Parle-moi de tes loisirs. À travers une vie de fou de travail beaucoup. Oui, mais j'ai fait beaucoup. La pêche, la chasse, ces choses. La pêche au saumon, ça a commencé avec les Irving. On avait un camp de saumon, ça reste gauche. Fallait que je t'amène là, parce qu'il devait y avoir quelque chose de bien. Là. Ah, c'était fantastique. Phénoménal. C'était très beau. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de saumon. Puis on en prenait, puis on avait le droit de les garder. Aujourd'hui, c'est plus de même. Y avait-tu de la business, des voyages de pêche un peu à travers? Parliez-vous un peu? C'est sûr, quasiment. Non, quand j'allais à la pêche, j'allais tout seul. Une fois qu'ils sont venus... tu profitais de leurs installations. Ils me donnaient 3-4 jours, puis Ross, va te reposer, puis emmène des amis. OK? Alors, c'était beau le camp aussi. Alors, ça, j'ai fait ça. J'ai fait beaucoup de pêche, de chasse au canard, chasse à l'oie, du vélo, l'hiver de la planche à neige. Gilles, j'ai aidé à partir la planche à neige au Mont-Saint-Anne. J'étais un des premiers à faire de la planche à neige. Oui. T'as-tu un défi? T'as-tu perdu une gageure? Non, avec mon ami Jack. Faut que je te fasse rire un peu. Avec mon ami Jack, on était dans la chaise du côté nord. Ouais. Puis à un moment donné, on voit descendre quelqu'un. Pas des skis, ça. C'était une planche. Hein, on voit descendre le gars, puis c'était beau de le voir descendre. Mais on dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était un nouveau sport, la planche à neige. Fait que là, c'était le seul professeur de planche à neige au Mont-Saint-Anne. Ça commençait. Ouais. Fait que là, on a dit, on essaye tout ça. Alors, le lendemain, on réserve le gars. On se pétait la gueule toute la journée. T'es là. sûr? Ça se pouvait pas, on tombait, ça faisait mal. Puis là, j'ai dit, non, c'est pas un sport pour nous autres. Puis là, mon chum Jack a dit, hey Ross, on réessaye ça, on va aller se cacher. Le monde criait, t'es trop vieux, tu l'auras pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça fait que, ça t'a jamais bébé arrêté, ça, On s'est caché pendant une semaine, dans le temps des fêtes. C'était dans le temps des fêtes. Puis là, on est allé s'acheter une planche à neige. Puis on a commencé ça. En hypocrite. En hypocrite. Puis quand on était bon, là, après une semaine ou deux, là, ça va vite, la planche à neige. La progression de j'ai jamais osé essayer, je te dis. C'est extraordinaire. Alors, on a parti ça. Puis là, on a attiré du monde. Puis là, moi, j'ai fait venir la Coupe du monde. Avec mon chum Jack, on a été vice-président de la Coupe du monde de planche à neige. Ils ont fait des compétitions Radio-Canada, tout le kit. Puis là, après ça, ça a commencé. Puis on a pris notre cours de moniteur. Puis on a donné des cours gratuitement aux gens de mon âge. T'es-tu arrivé, comme tu as fait beaucoup de choses, t'as fait beaucoup de philanthropie aussi, t'en fais encore, oui, je pense. Oui. T'as-tu eu l'impression des fois, puis c'est pas une plainte, t'es pas victime, je comprends que tu me diras pas ça, là, mais que t'étais une solution pour bien du monde parce que c'est un gars qui réussissait. Tu dis, appelle Ross. Oui. Ross, il va t'organiser de quoi? C'est sûr que ça a dû arriver 1000 fois, là. D'abord, je voulais dire qu'à mon âge, je viens d'arrêter de faire... j'ai fait ma part. Mais appelle Ross, là, je vais juste te donner un téléphone parce que c'est drôle. Je l'adore, ce gars-là, OK? Un lundi matin, à 8h moins quart, le téléphone sonne chez moi.
Bonjour, Monsieur Gaudreau. Vous allez bien? Oui, ça va bien. À qui ai-je l'honneur de parler? Ici, Cyprien Lacroix. Cardinal Lacroix? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'un cardinal m'appelle chez nous à 8h moins quart un lundi matin? Alors, il dit, Ross, vous avez déjà organisé un cocktail pour le cardinal Ouellette, puis ça avait été un succès total au terminal de la Croisière. Puis là, moi, j'ai une idée. Je voudrais organiser un genre de get-together, un dîner avec le cardinal pour m'aider à arriver dans tous les organismes que je supporte monétairement. Aller ramasser de l'argent. Et voilà. Et je vous vois là. Pourriez-vous organiser ça avec moi? Ah, d'abord, faut pas dire non à un cardinal. Il pourrait rire. C'est impossible. On ne peut pas dire non à un cardinal. Je sais pas la suite, je prends Alors, pas de chance. La réponse est oui. Et c'est un succès total aujourd'hui. Là, je pense qu'il rentre 1000 personnes. Alors oui, j'ai fait ça. Puis le plus, c'est que j'étais président de la Fondation L'Enfant Jésus, qui est devenu le chat après avec Saint-Sacrement, et qui est devenu le CHU avec les 3 autres hôpitaux après. Alors, j'ai fait ça pendant 32 ans. On a dû ramasser 400-500 millions pendant 32 ans, toutes ces fondations. Est-ce qu'il y avait un côté de toi qui t'invitait à redonner? Parce que tu dis j'ai été privilégié, c'est toi qui l'as dit plusieurs fois. Oui. Tu as eu une belle vie, tu as fait des rencontres fantastiques, puis tu t'es pas senti obligé, mais senti redevable un peu. La société m'a été bonne. J'ai pas hésité de remettre. OK? J'ai pas hésité. Le côté médical, ça m'avait toujours attiré. Et puis quand on m'a demandé de prendre la présidence de l'Enfant Jésus, ben le directeur du temps, c'était un gars formidable. Puis j'ai pas pu dire non. Et puis ça a resté pendant 32 ans. T'as bien connu André Arthur, faut qu'on en parle, parce que M. Arthur est venu dans ce studio de podcast-là avant son décès 3-4 fois, raconter sa vie, raconter sa passion des avions, raconter bien des choses. Et toi, ça a été quoi? C'est-tu à l'époque où tu étais au port? C'était pas facile. Ben non, je savais pas. Mais un talent extraordinaire. Écoute bien, moi, j'arrive de Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick en 75, OK? Moi, André Arthur, je le connais pas. Écoute pas la radio à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, OK? Et puis Internet, c'est moins fort. Je venais d'arriver. Je venais d'arriver en 75. Puis là, on a un bateau qui livre du pétrole, 10 millions de gallons à peu près dans un bateau. Okay? Et pour que tu comprennes, dans un réservoir d'huile, OK? Il y a du pétrole, mais dans le fond, il y a de l'eau. Hein? Il y a 6 pouces d'eau. Dans tous les réservoirs que vous voyez de pétrole, il y a toujours 6 pouces d'eau dans le fond. Pourquoi? Parce que s'il y a un trou, c'est de l'eau qui va couler, c'est pas le pétrole qui va couler dehors, OK? Comprends. Et à tous les matins, il y a un employé qui monte, vous voyez les marches sur le côté des réservoirs, qui monte en haut avec une canne à pêche que j'appelais avec un bob, puis on descend ça dans le fond du réservoir. Il y a une pâte spéciale, et puis on est capable d'identifier l'eau. Il faut qu'elle soit à 6 pouces. Si elle est à 5, il y a un trou dans le réservoir, puis là, on se dépêche à trouver, puis on transfère dans l'eau. OK, alors il y a de l'eau. Et quand tu livres avec un bateau, le bateau, il y a une pompe, ça monte à tant de pression, puis on envoie le pétrole dans le réservoir qui est vide, mais il y a de l'eau dans le fond. Alors, quand tu envoies du fuel, tu mélanges l'eau avec le pétrole. Puis là, après ça, tu barres le réservoir, tu attends que ça redescende tout dans le fond. Tu te remesures, puis quand ton 6 pouces revient, il n'y a plus d'eau. OK? Alors, on venait de recevoir un bateau. Puis on a une coupe de réservoirs de cordonnées. Mais il y a un qui fait une erreur, puis le camion, il se remplit, mais il ne se remplit pas de pétrole. Il se remplit d'eau. OK? Puis son client qui va livrer, il s'appelle André Arthur. Arrête. Qui était un client de chez Irving, de nous autres, OK? Oui. Alors, André, le gars va livrer, puis il livre de l'eau dans son réservoir, mais c'est le printemps, là, la fournaise ne marche pas, là, OK, là, mais il y a de l'eau. Là, le répartiteur arrive en courant dans mon bureau. Monsieur Gaudreau, on a une erreur épouvantable, qu'est-ce qui arrive? Ben, le gars s'est trompé de réservoir, puis il n'a pas pris la bonne cargaison, puis il a livré de l'eau. Il m'a envoyé les gars, puis pomper ça, puis toute la tête, là, ça va aller. Et il dit, c'est chez André Arthur. Moi, je ne connaissais pas André Arthur. Là, il m'explique toute la patente. C'est un cigare, là, je l'ai appelé.
Appelé André, écoute, c'est Ross Gaudreau, je suis directeur d'Irving Québec. On a fait un erreur chez vous. Il dit, j'ai vu ça, là, ici, c'est l'enfer, les trucks, tout le kit. Merci beaucoup de vous occuper de moi. Puis tout, ça finit comme ça. Puis là, j'ai commencé à l'écouter en Arthur, OK? Et un matin, à l'émission, j'entends Mme Latulippe, qui est en bout de Terre-Neuve. Puis elle dit, j'étais avec mon mari Phil, puis Phil va traverser le Canada en joguant. Phil Latulippe, ben oui. Phil Latulippe. Et puis, c'est dur, puis il neige, puis on n'a pas aucun commanditaire. Moi, j'ai dit, Irving, il va traverser toutes les maritimes. On va le commanditer jusqu'à Vancouver. Ben oui. On va payer son gaz, puis tout le kit. Puis là, à chaque ville qui arrivait, Phil avait un représentant Irving qui allait y souhaiter bienvenue. On le mettait dans un hôtel en quelque part. En tout cas, j'ai appelé André Arthur. J'ai dit, André Arthur, Ross Gaudreau d'Irving. Alors, je voulais vous dire que je vous entends avec Mme Latulippe. On va y régler ça. Pouvez-vous lui dire qu'elle a trouvé son commanditaire? Ça va être Irving qui va le commanditer. Il annonce ça, c'est annonce. Alors, on a pris Phil Latulippe et on l'a commandité jusqu'à Vancouver. Et quand il est arrivé à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, là, les Irving étaient propriétés des chaînes de radio. Alors, avec André, avec Simoneau, on est allé, les Irving nous ont envoyé le jet, on est allé à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. Faire une émission là-bas? On a fait une émission en direct avec Phil Latulippe, puis André Arthur, puis Simoneau. C'est incroyable, hein? Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître André. Alors, fait qu'il y a eu une période où ça a bien été. Oui, ça allait bien dans ce temps-là. Puis, alors, avec l'affaire d'André Arthur, puis de la Tulipe, ça a bien été. Mais après ça, il m'a fait venir pour une couple d'entrevues. Puis, à un moment donné, il m'a donné un secret. Il m'a dit, Ross, je pense que je vais changer de station de radio. Il dit, je te demanderais, parce que t'as de l'allure, là, penses-tu que mes auditeurs vont me suivre? André, j'en vais dans n'importe quelle station. Non, c'est toi qui vas l'écouter, c'est pas le poste. Ouais, le monde, ils vont te suivre. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il m'a dit où ce qui s'en allait. Mais la veille, le vendeur de la station où ce qui s'en allait était venu me voir. Puis je prenais quelques spots de lui, mais j'en prenais à CGRP. Là, c'est de la pub un peu, ouais, c'est ça. J'en prenais à CHRP. CGRP et CHRC. C'est ça. Alors, le gars était venu, puis il m'a offert les nouvelles du matin, le midi, puis le soir, à un prix dérisoire. Mais j'ai dit, je vais y penser. Mais là, moi, je sais que lui s'en va là. Alors là, je rappelle le vendeur, j'ai dit, je vais penser à mon affaire. Va t'en prendre pour un an. That's it, je suis pas que ça pour un an. Oui, monsieur. Au prix que lui te faisait, oui. T'as eu Arthur pas cher. Oui, mais quand il est rentré, il dit, mon tabarnouille. Il a pensé, hein? Oui, il a pensé à ça. Christ, que c'est bon. Il m'a me reprendre dans mais tu trouvais que t'étais brillant, t'étais vite. Oui, j'étais vite. Alors, ça a été très bien. Et c'est là qu'on a bien ri. Mais après ça s'est détérioré. Dans des dossiers plus chauds, c'est ça? L'Agora. Ben ça, ça a été un mauvais moment. Mais, somme toute, si je fais le bilan, c'était bien correct. Est-ce que c'est vrai que t'as eu comme collègue Maurice Richard? Oui, ça, c'est quand... la vie plate, toi, ça n'existe pas. Mais hein? chez Irving, là, on avait une compagnie qui s'appelait S. Albert à Montréal. Alors, c'était une famille juive qui était propriété de cette compagnie-là que les Irving ont acheté. Et c'était un gros vendeur de pétrole brut, du bunker qu'on appelait, là, puis d'huile à chauffage. Et Maurice Richard est engagé là comme VP Marketing, OK? Là, l'image. C'est l'image, OK? Maurice Richard. Puis, on avait une promotion de faire tirer des Mustangs une par semaine. Et puis, c'est moi qui étais en charge, je n'étais pas vieux, 26 ans, pour la province de Québec. Et Arthur, mon patron, m'avait dit, Ross, on va te donner Maurice Richard. Est-ce que Maurice Richard pogne encore à Québec? Ah, c'est sûr. Maurice Richard, il va toujours être un star. Ça fait que là, ils m'ont donné Maurice Richard. Alors, je vais chercher Maurice Richard à Montréal, dans une Mustang, puis ça marquait gagner une Mustang à chaque semaine, Irving. Et j'ai fait le tour de la province de Québec avec. On organisait des promotions, des autos, d'un village. Ça marchait-tu? Oh, il y avait du monde? Il était reconnu, là. C'est pas un gars très volubile, lui. Non, mais encore là,
j'étais capable de parler avec Maurice Richard. Okay? On a eu du plaisir, on a eu du fun. Écoute bien, on est dans le parc national entre Québec et Chicoutimi. On manque de gaz. Irving. C'est marqué Irving. On manque de gaz. Là. Puis là, il n'y a pas de station de service à tous les coins de rue. Là. Puis le cellulaire, il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a pas de cellulaire. Là, on est là, puis on attend. Finalement, arrive une police. Alors là, le gars débarque. Il aperçoit Maurice Richard. Monsieur Richard. Tout n'existe plus, là. Non, c'était le star. Il dit, je vais aller vous chercher du gaz. Tu ne seras pas trop là. Fait qu'ils sont venus avec une canne. L'avantage était avec une superstar comme ça. On a fait de la pêche ensemble au lac Saint-Jean. En tout cas, c'était tout un été, travailler avec Maurice. Et une fois, j'étais invité par le président du conseil d'administration du port de Montréal, qui était aussi le président Corey, qui était le président des Canadiens. Ronald Corey. Ronald Corey m'invite pour aller voir une game de hockey à Montréal. Et il ne sait pas, lui, là, que j'ai travaillé avec Maurice Richard. Alors, après la première période, il m'emmène ensuite en arrière. Et Maurice Richard est là. Quand il me voit, « Ross, ça fait longtemps que je t'ai vu. Comment ça va? » Là, tout le monde se dit... C'est quoi ça? On a travaillé ensemble 2 mois. Si je te demande en terminant, Ross, qu'est-ce qui remonte à la surface quand tu penses à tout ce que tu as fait dans ta carrière? Qu'est-ce qui est plus important? Il y a beaucoup de choses, mais je veux dire, de quoi tu es le plus fier ou qu'est-ce qui est le plus important? Bon, c'est sûr qu'au port, les croisières dans le Saint-Laurent, pour moi, ça, c'est un succès total, puis ça va aller encore, puis il faut juste essayer de bien gérer le nombre de croisiéristes qui arrivent. Ça, pour moi, c'était un beau dossier. Ce que j'ai adoré, là, c'était d'être président du AAPA, parce que ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Fantastique. Le secrétaire américain du transport qui m'a permis de serrer la main à Clinton puis à dire à Clinton que je connais bien son meilleur ami qui était ce gars-là que j'avais rencontré. Alors, les contacts, j'ai adoré ça, faire les 3 Amériques. Puis voyager, dans le fond? Voyager, j'ai aimé voyager. Puis on aurait pu faire d'autres choses. Là. J'ai été ami avec le président du port de Montréal, Dominique Taddeo. Puis Dominique, j'avais dit, là, t'as pas assez d'eau pour aller à Montréal. Tu devrais être mon partenaire à Québec. On devrait faire un terminal pour les conteneurs. Puis toi, tu vas prendre le trop... Le leadership de ça? Le trop plein, on va le mettre à Québec. Parce que le bateau va continuer à Montréal. Il n'a jamais voulu. Mais il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. J'y pense souvent, hein? Mais il n'y a pas tant de regrets? Non, il n'y a pas de regrets. Faut pas, hein? Non, il ne faut pas avoir des regrets parce qu'on ne peut pas rien changer. On ne change pas le passé, hein, c'est ça. C'est ça. On ne change pas le passé. Puis, vieillir, est-ce que c'est... Des fois, c'est difficile. Je trouve difficile, c'est que il nous arrive plein de petites affaires. Et il faut faire attention à ça. J'essaie de faire de l'exercice encore. Je fais du vélo. Mais cet été, ils m'ont joué un mauvais tour. Alors, ils m'ont coupé le vélo une couple de fois. Mais j'aime être dehors. Je suis dehors. J'aime ça. Je suis un gars d'air. Alors, je vais dehors. L'automne, aller dans le bois, c'est sûr? Oui, c'est sûr. Je vais aller à la chasse bientôt. Et quelques jours, prendre de l'air. Et puis... pas trop abuser des bonnes choses? Il faut rester actif. Je pense que c'est très important. Merci beaucoup, hein? Merci pour C'était vraiment un plaisir. Le passage. J'étais très nerveux au début. Ça paraissait pas. Mais, merci, Ross. Merci. Salut.